Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 8 juillet, au menu de Questions Éco ce soir, d'abord, une initiative louable en faveur des TPE. Demari.ma est une plateforme, comme son nom l'indique en Darija d'ailleurs, aspire à aider les toutes petites entreprises à redémarrer leurs activités impactées par cette crise de la Covid, entre autres. En gros, elle permet aux entrepreneurs de bénéficier gratuitement du conseil professionnel d'une communauté choisie d'experts et mentors, soit-il cet accompagnement en arabe ou en français. Le cofondateur de Demari.ma, Ismaël Hassini, sera avec nous en première partie d'émission pour répondre à nos questions. Et ensuite, nous ferons le point sur la filière des œufs à la consommation. Ce chiffre résume bien la situation. 350 millions de dirhams. C'est ce qu'ont perdu les producteurs d'œufs de consommation en 3 mois seulement. Mais la crise n'est pas imputable au seul confinement et autres effets de la pandémie. En effet, le secteur battait déjà de l'aile depuis 2019. Zin Bzaïm de l'Association nationale des producteurs d'œufs de consommation répondra également à nos questions. Merci de rester avec nous. Zin Messari nous fait une présentation de la plateforme Demari.ma. Regardez. Accompagner les entreprises pour le redémarrage post-Covid-19. Tel est le défi de la première plateforme digitale Demari.ma. Cet outil digital se veut comme un nouveau modèle d'accompagnement solidaire, bilingue et gratuit. Il prévoit d'accompagner les dirigeants des TPE dans la relance de leurs activités grâce au conseil et à l'expertise d'une centaine d'entrepreneurs affirmés. D'ailleurs, l'initiative Demari.ma est portée par Montor, une filiale d'Aba Capital qui regroupe une communauté entrepreneuriale et professionnelle composée d'experts conseils, d'entreprises et d'organisations support. Objectif affiché: participer aux efforts de sauvegarde et de régénération du tissu économique marocain. Parmi les thématiques de la plateforme digitale figurent des sujets d'actualité en rapport avec la conjoncture actuelle, notamment le télétravail, la vente à distance, le renforcement des règles de sécurité et d'hygiène. Cette initiative permettra aux TPE et commerces de proximité fragilisés par la crise sanitaire de redémarrer leurs activités et d'assurer leur pérennité. Depuis Casablanca par Skype, Ismaël Hassini, cofondateur de la plateforme Demari.ma. Bonsoir Ismaël Hassini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Est-ce que cette expérience a déjà été testée ailleurs et a prouvé son efficacité pour l'accompagnement des toutes petites entreprises? En fait, l'accompagnement digital est expérimenté un peu partout au monde, mais même chez nous, il existe déjà. En fait, la majorité des entrepreneurs en démarrage et des très petites entreprises puisent principalement le conseil et l'expertise sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la majorité de ce contenu n'est pas vérifié. Souvent, elle est issue d'une expérience personnelle, pas toujours avérée. Donc, ces entrepreneurs utilisent déjà le circuit digital pour accéder à l'accompagnement. Malheureusement, ils n'ont pas accès à un accompagnement de qualité et c'est ce qu'on veut proposer à travers Demari.ma. Et vous voulez le proposer à qui, justement? Qui est votre cible? Qui est la cible de la plateforme Demari.ma? Donc pour répondre à la question, je vais rapidement vous présenter la genèse du projet. En fait, le projet a émergé dans le cadre du projet Intelaqa, donc le projet initié par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, les coopératives, les auto-entrepreneurs à démarrer leur projet en accédant à un financement au moment opportun dans des conditions préférentielles. Mais pour la première fois, et ça c'est vraiment visionnaire, la réussite du projet a été conditionnée à l'existence d'un accompagnement de qualité accessible à tous ces porteurs de projets. Donc en fait, nous, c'était notre contribution, on voulait contribuer modestement à ce programme en proposant une plateforme pour accompagner les entrepreneurs en démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Plus de 70% des très petites entreprises du commerce de proximité étaient soit à l'arrêt partiellement ou totalement. Donc
tous ces entrepreneurs se retrouvent aujourd'hui dans une logique de redémarrage. Mais ils ne peuvent pas redémarrer de la même façon. Ils ne peuvent pas faire de l'entrepreneuriat de la même façon avant le Covid-19. Ils ont besoin de revoir leur façon d'entreprendre. Ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup de conseils. C'est ce qu'on leur propose à travers cette plateforme. Et donc, quand vous dites pour ces entrepreneurs, on parle de quelle taille d'entreprise ? Donc, quand on parle de très petites entreprises, on parle d'entreprises qui ne dépassent pas 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, il y a certains qui parlent de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Absolument. Mais nous, on veut aller vraiment à la majorité du tissu économique entrepreneurial marocain, des entrepreneurs indépendants, de très petites structures, des entreprises coopératives. Donc, toutes ces entreprises ne sont pas de grandes entreprises en miniature, mais c'est des entreprises qui sont fondamentalement différentes par leur nature, où l'implication du chef d'entreprise, la qualité du projet personnel entrepreneurial du chef d'entreprise, la qualité de ses compétences techniques et managérielles sont déterminantes sur la survie de ces petites structures. On parle de l'entrepreneuriat de proximité, des entrepreneurs de quartier qui ont prouvé leur extrême importance lors de cette crise du Covid, mais en même temps qui ont malheureusement montré leur extrême fragilité parce qu'ils portent en eux-mêmes les germes de leur fragilité. C'est des entreprises qui intègrent des secteurs sans barrière à l'entrée, mais qui viennent sans avantage concurrentiel, sans innovation. Donc, ils sont directement confrontés aux fluctuations du marché, à la concurrence. Donc, c'est des structures qui sont fragiles, qui ont vraiment besoin d'accompagnement, mais malheureusement, ce sont ces structures qui ont le moins accès à l'accompagnement pour des raisons parfois de disponibilité, parce que s'ils quittent leur lieu de travail, leur entreprise, leur chiffre d'affaires s'arrête. Donc, ils ne sont pas intéressés par aller assister à des formations ou bien prendre du temps en dehors de leur temps de travail. C'est pour ça que le canal digital est vraiment très important. Mais est-ce qu'il est accessible à tout le monde, ce canal digital, justement ? Surtout que vous parlez de petites entreprises, d'entreprises coopératives ou même de business de quartier, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que, justement, ces entrepreneurs ont accès à cette technologie ? En fait, ça, c'est le premier outil de ces très petites entreprises. La majorité écrasante est équipée de smartphones parce qu'ils utilisent ce téléphone d'abord pour communiquer avec leurs clients, pour commercialiser leurs produits, pour suivre leurs projets. Donc, la question ne se pose même pas. Donc, la majorité de ces entrepreneurs sont équipés de téléphones. Ils se forment sur YouTube. Ils cherchent du soutien dans des groupes Facebook. Ils communiquent et ils commercialisent à travers WhatsApp. Mais le souci, c'est comment être sûr d'avoir accès à un conseil de qualité, à une information vérifiée en temps opportun. Parce qu'il y a une déperdition d'informations extraordinaire dans ces groupes. Nous, notre objectif, c'est de proposer un rendez-vous permanent, accessible en ligne, 24 heures sur 24, b'darija, donc en langue arabe et en français aussi, pour tous ces entrepreneurs. Quand vous dites tous ces entrepreneurs, de combien d'entreprises parlez-vous ? Quelle est la capacité d'accueillir et d'accompagner les entreprises sur votre plateforme ? En fait, la capacité du plateforme, elle est limitée, donc c'est un travail... Cela dépend aussi des mentors et des experts. Justement, en fait, sur la partie technique, la plateforme peut accueillir autant d'entrepreneurs que possible. Oui. Maintenant, sur la partie de contenu et d'accompagnement, c'est là où il y a une innovation en termes de modèle de production de contenu. Donc, en fait, nous n'avons pas seulement des mentors experts qui vont être investis dans une relation individuelle et unidirectionnelle. Nous avons toute une communauté d'expertise et on produit du contenu qui va être accessible sous format vidéo, texte ou audio à toutes ces personnes. Donc, c'est une base de connaissances qui est construite, qui va permettre au fur et à mesure. En fait, on vient de démarrer depuis 15 jours, on est plus de 200 experts et mentors, on vient de signer une vingtaine de partenariats avec différentes communautés d'experts. Donc, le problème ne se pose pas ici. Le problème, c'est comment d'abord canaliser, comment attirer les entrepreneurs pour qu'ils savent que la plateforme existe. Et là, je remercie Mehdi Antivi pour cet effort parce qu'elle contribue à la réussite de cette initiative solidaire. Donc, attirer ces entrepreneurs et centraliser cette information, la rendre la plus simple possible. Vous savez, on a lancé la version bêta et dès ces 2 premières semaines, on est en train de faire beaucoup de modifications, d'adaptations pour encore simplifier la plateforme et la rendre accessible. Donc, le modèle est basé sur le volontariat de ces communautés d'experts. Mais nous, ce qu'on fait, quand je prends
une heure, quand on va demander 1 heure ou 2 heures du temps d'un expert ou d'un mentor, nous, notre mission, c'est de s'assurer que ces 2 heures, on puisse produire un maximum de contenu de qualité et le rendre disponible au moins sous 3 formes différentes à tous ces entrepreneurs. Parce que vous savez, beaucoup des questions que se posent les entrepreneurs sont récurrentes, reviennent Absolument. souvent. Et certaines questions, certaines questions, ils se les posent parce qu'ils ne se sont pas posés avant les bonnes questions. Donc, nous avons une double mission. D'abord, répondre aux questions et aux interrogations, aux problématiques de ces entrepreneurs, des très petites entreprises, d'un côté, et ça, c'est le rôle des experts et des consultants qu'on a sur la plateforme. D'un autre côté, notre rôle, et c'est là où les mentors, les entrepreneurs réussis, les entrepreneurs vétérans, leur mission, c'est de pousser ces entrepreneurs à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans le bon business? Est-ce que c'est le bon business model? Est-ce que ma façon de travailler est la bonne? Est-ce que je dois investir dans ma marque? Est-ce que je dois faire preuve plus d'innovation? Est-ce que je suis mal entouré? Est-ce que j'ai le bon conseil? Est-ce que je dois me former? Toutes ces questions principales que doivent se poser les dirigeants d'entreprise pour entreprendre autrement. Alors, je m'arrête justement sur cette question, ou en tout cas sur ces questions-là, ces questions récurrentes. Finalement, Oui. d'après votre expérience, quels sont les besoins que vous avez identifiés, les besoins communs de ces toutes petites entreprises marocaines? Vous êtes en contact direct avec eux, donc vous avez eu l'occasion et la chance d'ailleurs de pouvoir réunir tout ce qui finalement tracasse ces entrepreneurs, soit en temps de Covid ou hors temps de Covid. En fait, le temps du Covid n'a fait que montrer l'étendue des dégâts. Donc, l'étendue des dégâts dans la structuration de ces très petites entreprises. Le premier besoin des entrepreneurs indépendants et des très petites entreprises marocaines, c'est d'abord de réfléchir et d'agir en tant qu'entrepreneur. Et entreprendre, c'est d'abord trouver des solutions innovantes à de vrais problèmes. C'est ce qui va faciliter l'accès au marché. Parce que l'accès au financement est facile quand on a accès au marché, c'est-à-dire qu'on a un vrai business qui tourne. Et l'accès au business et à un marché qui est rentable est facile quand on est venu pour répondre à une vraie problématique, pas simplement pour suivre un effet de mode. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire preuve d'innovation. Pour bénéficier des différentes structures, programmes d'aide et de soutien, il faut être préparé pour ça d'un point de vue financier, social, fiscal et légal. Ça veut dire qu'on doit être bien accompagné. Donc la première chose que doivent faire, dont a besoin les très petites entreprises, c'est de penser en tant qu'entrepreneur, en tant d'innovation, c'est de ne pas rester seul, il ne faut pas rester isolé. Le premier réflexe que doivent avoir toutes ces entreprises, c'est de rejoindre des tribus locales, les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture. Il faut arrêter de dénigrer le travail de ces institutions, il faut s'engager et contribuer à leur essor. Les associations sectorielles, il ne faut pas rester tout seul. Il faut rejoindre des tribus d'entrepreneurs. C'est comme ça qu'on voit démarrer une tribu d'entrepreneurs solidaires qui veut, elle aussi, en fait, elle veut rendre ce qu'elle a déjà reçu. Parce que aucun entrepreneur qui a réussi ne l'a fait tout seul. Le self-made man n'existe pas, ou le self-made woman. C'est un mythe. Tout entrepreneur qui a réussi a reçu un jour ou un autre de l'aide, du mentoring, du conseil, de l'assistance, de l'encouragement, un soutien dans des temps difficiles. Donc, toutes ces personnes, ils veulent faire comme ont fait tous les Marocains durant cette période, montrer leur capacité à être solidaires et surtout à être solidaires avec ceux qui ont vraiment besoin de nous. Les très petites entreprises ont besoin de nous, ils ne doivent pas rester tout seuls. Tout le reste, sincèrement, je pense que ça peut être réglé facilement si on réfléchit comme entrepreneur et si on est bien entouré. Eh bien, justement, c'est pour cela, et c'est pour terminer, donc je reviens à la genèse et à la naissance de votre projet qui émane justement de cette initiative lancée par le souverain en début d'année, Intelaka. Absolument. Et donc, en fait, finalement, vous jouez aussi le rôle qui a été attribué aux banques, celui d'accompagner le lancement et, bon, pour le coup maintenant c'est pour redémarrer, mais en tout cas le démarrage des toutes petites entreprises et de l'auto-entrepreneuriat. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question pour l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que c'est aussi, il figure aussi parmi la liste des gens que vous ciblez ? Bien sûr, les entrepreneurs font partie de notre cible, de notre cœur de cible, mais nous ne sommes pas là pour jouer le rôle des banques, donc on ne peut pas le faire. Donc les banques sont dans leur rôle, à savoir celui de financer. Et il y a d'autres acteurs qui font l'accompagnement, l'ANAPEC, l'OFPPT, les centres régionaux d'investissement, la CGM qui peut aussi le faire à travers du mentoring. Donc tous ces acteurs, nous, on vient pour contribuer à travers un outil digital que toutes ces parties peuvent utiliser. D'ailleurs, tous ces organismes, quand on les a sollicités, ils nous ont
d'abord manifesté leur soutien, mise à disposition des experts et des conseillers. Donc, ils sont tous partants parce que le besoin est très important. On oublie que nous avons un pays, très vaste. Donc, le Maroc est un grand pays. Nos besoins sont limités. Chaque année, on crée en moyenne 80 000 entreprises. Il faut savoir que seulement 2% des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises chaque année font appel à une forme ou une autre d'accompagnement, selon le Global Entrepreneurship Monitor, donc la plus vaste étude sur l'entrepreneuriat au Maroc. Donc, pourquoi ? Le reste, soit il n'est pas au courant de l'existence de ces structures, et moi, je suis entrepreneur et je peux me permettre de dire que la grande responsabilité, c'est d'abord aux entrepreneurs parce qu'ils peuvent chercher l'information et l'information aujourd'hui est disponible sur Internet. Le deuxième frein, malheureusement, c'est cette culture de making shmam qui est totalement erronée, mais qui empoisonne beaucoup de mentalités d'entrepreneurs. Ils se disent que de toute façon, je ne vais pas recevoir l'aide ou l'accompagnement dont j'ai besoin, alors qu'il y a beaucoup de structures qui sont là pour les accompagner. Ismaël Hassini, justement, des structures comme celle que vous avez lancée, Démarrer.ma, l'occasion justement de prouver qu'il y a des structures d'accompagnement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Tout de suite, la deuxième partie de Questions Écho. Et avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, je vous laisse avec ce sujet qui détaille les impacts de la crise de la Covid-19 sur les producteurs d'œufs à la consommation. C'est un papier signé Zine Massali. 3,5 millions de dirhams de pertes quotidiennes subies par la filière de production d'œufs de consommation au Maroc, soit environ 350 millions de dirhams entre le 20 mars et le 30 juin dernier. L'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs traversent une mauvaise passe depuis début 2019. Mais la crise liée au Covid-19 est venue aggraver la situation. L'année dernière, la filière a produit plus de 6 milliards d'œufs. La consommation moyenne étant, elle, de 195 œufs par habitant. Le secteur subit cette année une abondance de l'offre et de surcroît, une baisse de la demande. L'Association nationale des producteurs d'œufs de consommation, l'ANPO, déplore une situation qui menace l'ensemble de la filière et qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur toutes ses composantes ainsi que sur l'économie nationale. En effet, l'arrêt des activités de ses principaux clients, à savoir les restaurants, les hôtels et les souks ruraux, ont entraîné d'importants invendus pour les producteurs d'œufs de consommation. Depuis Casablanca par Skype, Zine Bzaïm, membre de l'Association nationale des producteurs d'œufs de consommation. Bonsoir Zine Bzaïm. Bonsoir. Alors peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit dans le reportage. Oui, effectivement. Alors, le secteur avicole connaît depuis 2019 une crise structurelle. Donc, il existe une surproduction. En 2019, la production des œufs de consommation était de 6,1 milliards d'œufs produits. Et par conséquent, mais la consommation n'a pas suivi. Il faut mentionner que la consommation du citoyen marocain est de 195 œufs par habitant par an, ce qui est loin derrière les pays européens où la consommation avoisine les 250 œufs par habitant par an. Et dans des pays comme le Japon ou bien comme le Mexique, la consommation des œufs avoisine les 400 par habitant par an. Donc c'est malheureux parce que l'œuf est un produit est la source de protéines la moins chère qui existe dans le marché, avec contenant des vitamines et des oligo-aliments très essentiels pour une alimentation saine et équilibrée. Et en plus, la consommation des citoyens des œufs consiste également en une consommation compatriote, parce qu'il faut savoir que 100% des œufs existants dans le marché marocain sont des produits marocains. Très bien. On parle de combien d'entreprises qui évoluent dans ce secteur ? Il existe à peu près 52 entreprises existantes dans le secteur avicole, exactement. Très bien. De élevage, oui. Oui. Est-ce que, parce qu'on parle d'une baisse de la demande, on parle d'une baisse des prix aussi. Pourquoi alors maintenir une production abondante si on ne peut pas l'écouler ?
Exactement. En fait, il existe une production abondante, mais il faut savoir que au Maroc, la production a été très encouragée. Donc, la fédération, il faut savoir que la stratégie de la fédération interprofessionnelle des producteurs agricoles, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, était d'encourager la production ces dernières années, mais en fait, donc, c'est ce qui a permis justement au secteur d'assurer la sécurité alimentaire en œuf au Maroc. Et je pense qu'il est temps maintenant d'encadrer, d'encourager encore plus la distribution des œufs parce qu'il existe encore des problèmes de distribution. Si on arrive à évoluer en termes de distribution et d'évoluer dans la transformation des œufs, on peut écouler. Et donc, ce que vous dites, en fait, c'est que donc il y a un problème de distribution, il y a aussi un problème ou peut-être un frein à une évolution à faire dans le sens de l'agro-industrie, c'est-à-dire de la transformation de l'œuf, finalement. Exactement, parce que si dans des pays comme la France, il existe une consommation de 250 œufs par habitant par an, c'est parce qu'il y a une industrie justement agroalimentaire assez développée dans tout ce qui est ovoproduits. Est-ce que vous allez dans ce sens en peut-être consultant le secteur de l'agro-industrie et notamment les industries qui nécessitent cette matière première pour justement développer des partenariats peut-être peut-être qu'il y a aussi quelque chose à voir dans ce sens. Est-ce que vous avez déjà entamé ces prospections? Donc, comme je viens de dire, il existe une offre abondante de 6,1 milliards d'œufs produits par an en 2019, mais il est à noter qu'il n'existe au Maroc que 5 centres de conditionnement agréés et que de 3 entreprises d'ovoproduits. Mais en fait, pour développer ce secteur porteur dans l'avenir, il faut bénéficier d'un accompagnement de l'État et d'un encouragement et d'un accompagnement peut-être de subventions parce que déjà le secteur connaît une crise depuis 2019 structurelle et maintenant la crise du Covid. Donc pour investir, il faut vraiment bénéficier d'un accompagnement, peut-être un plan de relance et tout. Donc ça, vous parlez pour l'après-Covid. Alors, bon, outre la distribution et l'agro-industrie, quid de l'export? Est-ce que le Maroc exporte aujourd'hui des œufs de consommation? Le Maroc n'exporte pas aujourd'hui, mais le Maroc, il a une production qui a permis de nourrir et d'assurer la sécurité alimentaire en produits de première nécessité, en l'occurrence les œufs de consommation pour le Maroc, et il est capable d'exporter vers tout le continent africain. Toutefois, nous ne sommes actuellement pas assez compétitifs et attractifs dans le continent, car il existe déjà une concurrence très acharnée qui se fait sentir de la part des éleveurs européens, notamment espagnols. Il faut savoir que les éleveurs espagnols de poules pondeuses bénéficient d'une aide de l'État et d'énormes subventions afin de les aider et de les accompagner dans la pénétration du marché africain. Chose qui n'existe pas encore malheureusement au Maroc. C'est ce qui entrave justement les producteurs d'écouler leurs produits en Afrique et de pénétrer ce marché assez porteur. Donc en fait, ce qui serait salvateur, j'ai envie de dire, pour ce secteur qui souffre depuis, et vous l'avez dit, de maux structurels depuis 2019, c'est qu'il y ait un accompagnement non seulement financier, mais aussi d'ouvrir des marchés et donc également profiter des rapprochements que le Maroc a établis depuis quelques années avec les partenaires africains. Exactement. Alors, je peux vous assurer que les producteurs des œufs de consommation sont ouverts à toutes les possibilités et toutes les opportunités pour accéder au marché africain et de s'ouvrir à une collaboration sud-sud dans le secteur avicole avec nos frères
africains dans tout le continent. Très bien. Merci beaucoup, Zimzaï, membre de l'Association nationale des producteurs d'œufs de consommation, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Zama. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Je rappelle que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag de l'émission, hashtag Questions Éco. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Éco. D'ici là, restons vigilants et prenez bien soin de vous.